Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo du cabinet Yokoum Guizot. Aujourd'hui, nous allons évoquer deux textes qui sont actuellement en discussion devant l'Assemblée nationale. Le premier de ces textes, c'est le projet de loi de prolongation de l'état d'urgence sanitaire. Le second de ces textes, qui vient d'être déposé sur le bureau de l'Assemblée par le gouvernement, c'est un projet de loi fourre-tout, le projet de loi portant diverses dispositions tendant à répondre à l'urgence du fait du Covid-19. Alors le premier texte qui tente à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire, qui a été déclaré par une précédente loi, celle-ci adoptée du 23 mars dernier, est toujours en discussion, mais le Sénat et l'Assemblée nationale sont tombés d'accord sur un certain nombre de points qu'il convient dès à présent de présenter. Le premier point, celui-là est à peu près certain, puisque le texte a été voté de la même façon par le Sénat et l'Assemblée nationale, c'est la prolongation de l'état d'urgence sanitaire elle-même. Alors cette prolongation elle devrait se faire jusqu'au 10 juillet 2020. C'est une date qui est importante, puisqu'un certain nombre d'ordonnances qui ont été passées jusqu'à présent, et d'ailleurs également la loi du 23 mars, prévoit des dispositifs qui doivent prendre fin, soit dès la fin de l'état d'urgence sanitaire, soit dans un délai qui court à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire. Je pense notamment à l'ordonnance sur les délais, qui prévoit un délai de prorogation à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire. Donc sur la question de la prolongation elle-même, le Sénat et l'Assemblée nationale sont tombés d'accord, ce sera jusqu'au 10 juillet 2020. Ensuite, vous avez des dispositions d'ordre sanitaire qui ont fait l'objet d'un accord, au moins sur le principe, et de dispositions votées dans le même sens par l'Assemblée et le Sénat, bien que des détails soient encore à régler en commission mixte paritaire. Ces deux dispositifs sanitaires, ce sont la question d'une part du placement en quarantaine, de l'isolement, et d'autre part le dispositif de fichier de cas contacts. Alors la question du placement à l'isolement a été très décriée. Aujourd'hui, on sait que son champ d'application devrait rester finalement très limité, puisqu'il ne concernerait que les personnes venant de l'étranger, qui se rendraient sur le territoire métropolitain, ou les personnes qui, venant du territoire métropolitain, dans certaines zones considérées comme étant à haute circulation virale, viendraient à se rendre soit en Corse, soit dans les DOM-TOM. Sur ce point, il y a un progrès substantiel qui résulte de l'intervention de l'Assemblée nationale et du Sénat. De même, il y a des progrès substantiels, des garanties importantes qui résultent aujourd'hui de l'intervention de l'Assemblée nationale et du Sénat, puisque le juge des libertés et de la détention va avoir des pouvoirs importants, notamment de mainlevée d'office de la mesure lorsque celle-ci ne s'avère plus ni nécessaire ni proportionnée. Le deuxième sujet qui a également été très décrié, c'est la question du fichier des cas contacts. Alors initialement, le projet de loi a été particulièrement intrigant sur le sujet, puisque tous les détails devaient être définis par des ordonnances et ou des décrets, et les parlementaires ont veillé, et c'est de bonne loi, à ce que finalement ils gardent la main sur ce fichier, et également à ce que ce fichier soit encadré dans le temps, c'est-à-dire qu'il a vocation en principe à disparaître en même temps que l'état d'urgence sanitaire. Vous avez également d'autres dispositions qui font l'objet d'un accord de principe entre l'Assemblée nationale et le Sénat en matière non sanitaire. Notamment, il est prévu que ce dispositif extrêmement décrié des prolongations de mandat de dépôt de plein droit qui aboutissaient à ce que des gens se retrouvent prolongés de leur détention provisoire sans avoir pu même voir un juge, sans même qu'un juge ait pu se pencher par écrit, sur leur situation, eh bien ce dispositif devrait prendre fin avec la loi de prolongation de l'état d'urgence. C'est une bonne chose. Néanmoins,
le Sénat et l'Assemblée nationale ont tous deux, alors dans des termes différents, aménagé une forme de sortie progressive de cet état d'exception. La difficulté étant qu'en aménageant cette sortie progressive, le Sénat et l'Assemblée nationale viennent, l'un comme l'autre, donner valeur législative à ce qui s'est déroulé entre le 16 mars et aujourd'hui, alors même qu'il y a des pourvois qui sont en cours, des discussions juridiques très fortes, notamment sur la conventionnalité de ce texte. À mon sens, ce texte qui prévoyait que des gens soient totalement privés de leur droit à la sûreté est totalement inconventionnel au sens de l'article 5 de la CEDH. Enfin, vous avez deux dispositions dans ce projet de loi de prolongation de l'état d'urgence sanitaire qui font l'objet de débats assez houleux sur le principe même entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Le premier sujet, c'est la question de la trêve hivernale. Là, j'irai très vite. L'Assemblée a voté une prolongation de la trêve hivernale jusqu'au 10 juillet 2020. Le deuxième sujet, celui-là est d'importance, c'est la question de l'irresponsabilité pénale quasi générale. Il s'agissait initialement pour les sénateurs de protéger les élus, notamment locaux, qui viendraient à suivre un peu aveuglément les directives du gouvernement. Ce dispositif, initialement, il permettait une exonération de responsabilité pénale pour toute personne qui serait à l'origine d'une contamination de Covid, à l'exception des gens qui sont intentionnellement à l'origine de la contamination, évidemment, des gens qui ne respectent pas les mesures prises en application de la police spéciale du ministre de la Santé, prévues par le Code de la Santé publique, et enfin, à l'exception, finalement, du ministre de la Santé et le cas échéant des préfets par délégation, qui viendraient à prendre ces mesures de police spéciale. Alors c'est une disposition, comme je le disais, qui visait à protéger les élus locaux, mais qui en réalité était fort mal rédigée. Pourquoi ? D'abord, parce que, en ne visant que les mesures de police sanitaire spéciale, elle venait, par exemple, exonérer de responsabilité pénale un employeur qui ne respecterait pas le protocole sanitaire qui a été établi par le ministre du Travail. En effet, l'amendement tel qu'il a été adopté ne visait que les mesures de police spéciale prises par le ministre de la Santé, et donc à l'exception de tout autre guideline, protocole, qui vise à éviter des contaminations. Deuxièmement, en ne visant que les mesures de police spéciale, cet amendement venait exonérer tout élu, pas seulement local, mais également national, de responsabilité pénale. Alors ça fait un véritable tollé, qui se comprend d'autant plus que dans l'histoire juridique de ce pays, un tel dispositif n'a jamais été mis en œuvre, et pour cause, puisqu'en réalité, il s'agit d'une loi d'amnistie par avance, quelque chose de très particulier et de très baroque. Alors, le gouvernement a senti, je pense, le vent tourner, a senti que ça déplairait fortement à l'opinion et a fait retirer ce dispositif du projet de loi tel que voté par l'Assemblée nationale. Nous verrons si c'est réintégré par la commission mixte paritaire. Donc voilà pour le projet de loi de prolongation de l'état d'urgence. On sait que l'état d'urgence sera prolongé jusqu'au 10 juillet. On sait que des dispositifs d'isolement et de placement en quarantaine sont prévus avec un champ d'application finalement assez limité et qu'ils seront contrôlés par le juge des libertés de la détention. On sait que le fichier de traçabilité des cas contacts sera bien mis en œuvre. Ce qu'on ne sait pas, c'est le sort de cette irresponsabilité pénale pour les élus et cette question de la trêve hivernale qui paraît anecdotique finalement, mais peut être particulièrement importante pour des propriétaires bailleurs. Le deuxième objet de l'étude, c'est cette loi, en tout cas ce projet de loi, portant diverses dispositions pour répondre à l'urgence liée au Covid-19. C'est un texte qui a été déposé très récemment sur le bureau de l'Assemblée nationale par le gouvernement, et en réalité, c'est un texte qui prévoit de donner des habilitations pour que le gouvernement
soit en mesure de prendre un nouveau train d'ordonnances permettant de répondre à un certain nombre de sujets urgents. C'est une loi qui est fourre-tout, puisqu'on retrouve des habilitations dans tous les domaines, économiques, judiciaires, concernant les personnes publiques, concernant le sport, l'enseignement ou la sécurité. Alors concernant le monde économique, on retrouve un certain nombre de dispositions. D'abord, le gouvernement se verrait à nouveau habilité pour réformer le dispositif d'activité partielle. Ce serait, à ma connaissance, la troisième fois qu'on vient modifier ce dispositif d'activité partielle, l'idée étant cette fois-ci d'adapter l'activité partielle à la reprise progressive de l'activité suite au déconfinement. De même, le gouvernement prévoit de se faire habiliter pour prendre des dispositions en matière de contrats courts et de contrats aidés. On ne sait pas quel sera l'objet précis de ces dispositions. L'objectif affiché, c'est d'éviter que des contrats courts arrivent à expiration et finalement que le chômage augmente, mais on ne sait pas du tout sur qui va reposer la charge de la prolongation peut-être de ce contrat court. Est-ce que c'est sur la solidarité nationale, sur les caisses de chômage ou sur les employeurs? Autre disposition en matière de ressources humaines, il est prévu que le gouvernement puisse adapter le prêt de main-d'œuvre, assouplir le prêt de main-d'œuvre, certainement à but non lucratif. Toujours dans l'objectif de limiter la casse sociale, le gouvernement prévoit de prolonger manifestement les durées d'indemnisation au titre de l'aide au retour à l'emploi et de l'allocation spécifique de solidarité. Le gouvernement prévoit manifestement, puisqu'il entend se faire habiliter en ce sens, de permettre aux caisses complémentaires de retraite des indépendants de puiser dans leurs réserves pour mettre en place un dispositif de solidarité à l'égard des indépendants qui souffrent le plus de la crise sanitaire. Encore d'autres dispositions qui sont prévues, mais là je vais très très vite. La prolongation de certains mandats non politiques, il y avait déjà eu les conseillers prud'homaux, mais là on prévoit par exemple la prolongation dans les ordres professionnels. Vous avez également la validation de trimestres au titre de la retraite de base pour les personnes qui ont passé un certain temps en activité partielle. Et puis, vous avez la possibilité, alors là c'est très baroque, pour le gouvernement de permettre d'affecter la contre-valeur des chèques restaurants qui n'auront pas été utilisés à un fonds de soutien aux restaurateurs. Donc il y en a, pour tout dire, un petit peu dans tous les sens dans ce projet de loi, avec un train d'ordonnances qui prévoit d'être aussi soutenu que le premier. Alors, les personnes publiques sont également concernées par ce projet de loi. Certains textes, certaines réformes doivent être reportées. Le gouvernement ne prévoit pas lesquelles. Il s'agirait de réformes qui rentreraient en vigueur le 1er janvier 2021. Il y a certaines qui sont citées dans l'exposé des motifs du projet de loi, mais on peut imaginer que d'autres soient également concernées, quoique non citées. S'agissant des collectivités, pourraient être concernées, notamment le transfert de compétences obligatoires de la compétence PLUI au 1er janvier 2021, puisque on le sait, sauf minorité de blocage, la compétence urbanisme doit remonter aux EPCI au 1er janvier 2021. Est-ce que le gouvernement reportera ce transfert? Nous le verrons lorsque les ordonnances seront mises en œuvre, si le projet de loi est voté en l'état. Pour les collectivités toujours, il est prévu, cette fois-ci au bénéfice des agents publics, que le délai de 6 ans, qui s'applique aux agents contractuels pour pérenniser leur contrat en contrat à durée indéterminée, ne soit pas interrompu lors de l'état d'urgence sanitaire. Vous le savez, il faut 6 ans pour être CDIsé sans qu'il n'y ait d'interruption de plus de 4 mois. Or, compte tenu de l'état d'urgence sanitaire, il est fort probable que des personnes qui devaient être CDIsées, finalement, ne le puissent pas à raison d'une non-reconduction de contrat pendant l'état d'urgence sanitaire. Eh bien, le gouvernement prévoit là de passer l'éponge finalement sur ces mois d'état d'urgence sanitaire et de remettre en quelque sorte les compteurs à zéro pour ne pas préjudicier à ces agents. Enfin, s'agissant des personnes publiques, une disposition risque d'être très débattue, c'est la centralisation de la trésorerie des personnes publiques et de personnes privées chargées d'une mission de service public au profit de l'État. On ne voit pas bien précisément quels sont les organismes qui sont concernés. Manifestement, l'objectif
c'est de répondre à la question du déficit public et de la dette, mais c'est quelque chose qui risque aussi d'évoquer une forme de nationalisation des disponibilités et de la trésorerie, et donc qui risque de faire beaucoup de bruit et d'être très très débattu, voire rejeté par les chambres. Le monde judiciaire n'est pas en reste, loin de là, puisque un certain nombre de dispositions de ce projet de loi habilitent le gouvernement à prendre des modifications en la matière. D'abord, deux textes qui devaient entrer en vigueur le 1er janvier 2021 devraient voir leur entrée en vigueur finalement reportée. C'est la réforme du divorce, d'abord, et la réforme de la procédure pénale des mineurs. D'autres textes, ceux-là ne sont pas évoqués par l'exposé des motifs, pourraient également être concernés. C'est notamment le deuxième train de réforme de la procédure civile, puisque au 1er septembre 2020 devait normalement être mise en place l'assignation à date. Or, il s'avère que c'était déjà difficile à mettre en œuvre en dehors de la crise sanitaire. Compte tenu de la situation, il est fort probable que ce dispositif soit reporté bien au-delà du 1er septembre 2020. Toujours en matière judiciaire, en matière pénale cette fois-ci, les parquets se voient octroyer, alors ils l'avaient déjà prise en pratique, mais se voient octroyer la possibilité de revenir sur des décisions de poursuite et notamment de mettre en œuvre des alternatives aux poursuites. C'est ce qu'ont fait beaucoup de parquets pour éviter l'engorgement des juridictions pénales. Ils ont pris certains dossiers qui étaient appelés pendant la période de confinement et finalement ils ont fait des alternatives aux poursuites. Là où l'ordonnance vient encadrer la pratique, eh bien c'est dans la mesure où le parquet se voit finalement privé de la possibilité de procéder à des classements sans suite. Enfin, toujours en matière pénale, et là ça va faire beaucoup de bruit, et ça va être très débattu, c'est la question des cours d'assises. Alors on imagine effectivement la difficulté d'organiser des cours d'assises compte tenu de la crise sanitaire. Mais là peut-être que le projet de loi va beaucoup trop loin. C'est-à-dire que d'une part, le projet de loi prévoit d'habiliter le gouvernement, sans bien savoir dans quelle mesure, pour modifier le mode de désignation des jurés. Premier point. Il n'y a pas de garantie particulière sur ce sujet. Deuxième point, eh bien, le gouvernement prévoit, puisqu'il veut se faire habiliter en ce sens, d'expérimenter la cour criminelle départementale de manière bien plus large qu'initialement envisagée. Pourquoi ? Pour répondre à la nécessité et à la difficulté d'organiser des cours d'assises pendant la crise sanitaire. Alors on détourne complètement le dispositif d'expérimentation de son objet naturel qui est d'évaluer les résultats d'un dispositif spécifique. On vient finalement détourner l'expérimentation de son but, de sa nature. Donc ça risque d'être très très discuté sur la question des cours criminelles départementales. Alors puisqu'on parlait de justice pénale, la loi vient aussi prévoir des dispositions en matière de sécurité. Là, très rapidement, il s'agit de prévoir une pénurie de recrutement dans l'armée, dans la gendarmerie et dans la police nationale. L'idée qui préside à l'habilitation ici est de permettre de prolonger les engagements militaires, de renouveler des engagements militaires, de prolonger des engagements de réservistes ou de volontaires et d'agents de sécurité dans respectivement la police nationale et la gendarmerie nationale. En matière d'immigration, là encore, des dispositions un peu fourre-tout. D'abord, une prolongation des titres de séjour qui expirent jusqu'au 15 juin 2020. Ensuite, une prolongation des titres de séjour pour les travailleurs saisonniers pour soutenir l'agriculture. Enfin, une prolongation du versement de l'allocation de demande d'asile. Restent enfin deux domaines, l'enseignement et le sport. Alors en matière d'enseignement, c'est l'enseignement supérieur qui est principalement concerné, puisque le gouvernement prévoit la possibilité de prolonger des contrats doctoraux et des contrats d'altère, et plus généralement la possibilité de proroger le contrat d'agents qui sont recrutés pour la recherche. En matière de sport, là, le gouvernement entend finalement donner la possibilité aux fédérations de réorganiser totalement les saisons 2019-2020 et 2020-2021. Et il semblerait, et c'est là très sain, que
le gouvernement entend donner quasiment carte blanche, en tout cas une grande latitude aux fédérations pour réorganiser tout ça au mieux. Donc voilà pour ces deux textes qui ont vocation à entrer en vigueur, avec évidemment un certain nombre de modifications, d'adjonctions, de suppressions. En tout cas, voilà les domaines dans lesquels il faudra être vigilant dans les semaines à venir, avec un nouveau train d'ordonnances, vingtaine, trentaine d'ordonnances, qui viendront à nouveau adapter la législation à la situation. Si vous avez des questions ou des compléments d'information, vous pouvez évidemment contacter le cabinet. Les coordonnées sont en barre d'infos.